Eh bien bonjour, cette vidéo est la deuxième partie de la rétrospective dédiée à l'histoire du Salon du Bourget. Si vous n'avez pas vu la première partie, un lien y menant est présent dans la description. Bonne vidéo! Nous sommes en 1945, le monde émerge douloureusement des ravages de la Seconde Guerre mondiale. Pendant le conflit, l'aviation militaire s'est imposée comme l'un des acteurs essentiels, marquant des moments majeurs tels que la bataille d'Angleterre, l'attaque sur Pearl Harbor, la bataille de Midway, les bombardements stratégiques de grandes villes et bien d'autres événements significatifs. Le point culminant et final de cette période survient les 6 et 9 août 1945, lorsque des B-29 américains, volant à une altitude de 10 000 mètres, larguent 2 bombes atomiques. L'objectif était de contraindre le Japon à la capitulation, tandis qu'au même moment, l'URSS lui déclare la guerre. Ces 2 bombes ont surtout mis en lumière, auprès de Staline, la détermination inébranlable des États-Unis et leur avance technologique dans le développement d'un armement d'une nature nouvelle. En Europe, des métropoles telles que Francfort, Varsovie, Stalingrad, Dresde et bien d'autres ont été impitoyablement effacées de la carte, tandis que de nombreux autres ont subi des dommages considérables. On estime à 2 millions de tonnes le poids des bombes larguées sur le continent. Dans ce contexte de bilan humain et matériel épouvantable, où un tiers des usines françaises aéronautiques ont été réduites en ruine, et où l'industrie allemande n'est plus que l'ombre d'elle-même, se pose un double défi pour l'organisation d'un salon dédié à l'aéronautique. D'une part, la crainte immense que peut susciter un événement consacré à des appareils volants ayant causé tant de souffrances, en effet il est à craindre que le public boude une telle rencontre, et d'autre part il est impératif de se tourner vers l'avenir et de démontrer que la France persiste et entend bien jouer un rôle majeur dans le domaine de l'aéronautique. L'industrie française, en plus de subir la perte de ses installations, pâtit d'un retard technologique par rapport aux nouvelles puissances mondiales. Néanmoins, certains ingénieurs œuvrant dans des bureaux d'études ont secrètement élaboré, dès 1943 et à l'issue des Allemands, des plans et des prototypes d'aéronefs modernes. C'est ainsi qu'a vu le jour le tout premier chasseur à réaction français, le SO-6000 Triton. Le pays, déterminé à préserver son statut de grande puissance aéronautique, s'engage résolument dans une diversité de programmes aériens tant civils que militaires. La prise de décision quant à la tenue d'un salon aéronautique à Paris constitue alors un dilemme complexe. Raymond Saulnier, président de la commission exécutive des expositions aériennes de l'Union syndicale des industries aéronautiques, tranche la question en faveur de la mise en place de la 17e foire internationale de l'aviation, prévue en 1946 au Grand Palais. Ainsi, le salon renaît du 15 novembre au 1er décembre 1946 avec une participation remarquée de plus de 230 exposants, parmi lesquels figurent plus de 150 Français. Une soixantaine de Britanniques, quelques Américains, des Tchèques, des Suisses, des Néerlandais, Italiens et Suédois. La fierté nationale française réside dans le SO-6000 Triton, le célèbre monoréacteur biplace à réaction qui atteint la vitesse de 915 km/h. Toutefois, cette performance ne suffit pas à établir un record de vitesse, actuellement détenu par le Gloster Meteor, un avion en réaction britannique avec une vitesse de 991 km/h. Ce dernier d'ailleurs a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, démontrant que le Messerschmitt 262 n'était pas le seul avion en réaction dans le ciel, même s'il fut le premier. Les Britanniques exposent également au Grand Palais le Hawker Sea Fury, équipé d'un moteur puissant de 2400 chevaux, et les Américains présentent le Lockheed F-80 Shooting Star, leur second chasseur à réaction. Dans un tout autre registre se distingue l'imposant avion cargo militaire Cormoran et le premier avion de ligne à cabine pressurisée, à savoir le SO-30R, un bimoteur. Bien que le Triton suscite l'admiration, la France dévoile également un nouveau prototype, l'Arsenal VG-70, un avion de chasse expérimental doté d'une aile en flèche. Malheureusement, cet appareil connaît une carrière éphémère, étant abandonné lors des premiers essais en vol. Du côté américain, l'avenir du transport civil prend forme avec l'exposition de plusieurs maquettes du Constellation. Parmi les curiosités, on découvre la petite aile volante de tourisme SE 2100, ainsi que le Courlis, un espèce de concept surprenant préfigurant une sorte de minivan avant l'heure auquel des ailes auraient été greffées. Plus intriguant encore, l'hélitroplan LB-20 se présente également. La presse réagit avec ferveur, accueillant chaleureusement l'ambition des industriels français de s'affirmer dans le domaine de l'aéronautique, tout en étant consciente des défis majeurs auxquels nos industries ont dû faire face en raison des conséquences de la guerre. Fait intéressant, la presse fait aussi de l'éloge d'un salon qui s'adresse aux jeunes, afin de faire naître, pourquoi pas, de futures vocations.
Lors de la clôture de celui-ci, l'objectif est rempli, le public a été au rendez-vous, et l'avion, qu'il soit civil et surtout militaire, n'est absolument pas non grata, et les jeunes sont émerveillés. Tout ce qu'il faut pour que 2 ans plus tard, on retrouve une toute nouvelle édition. Celle-ci se tient à nouveau au Grand Palais, encore, du 29 avril au 15 mai 1949. C'est Vincent Auriol qui inaugure le salon avec une visite express. Un coup d'œil à la légende de la photo souligne le caractère assez rapide de la visite du président lors de l'ouverture du 18e salon. Le président Auriol a inauguré hier matin, au pas de course, le 18e salon de l'aviation. Très attendu chez tous les exposants, il s'est contenté d'une visite éclair au rez-de-chaussée. Le voici se faisant expliquer par un vieux technicien le fonctionnement d'un moteur. Voilà, c'est dit. Au moins le journal Libération, on aime ou on déteste, mais on peut pas leur retirer leur franc-parler. Évidemment, le salon de l'aéronautique est nécessaire pour promouvoir l'industrie française par rapport aux autres puissances. Et déjà à cette époque, on prépare l'avenir et nos homologues d'outre-Atlantique tentent ici, chez nous, de faire adopter leurs appareils. Le salon continue d'attirer une foule de visiteurs, y compris des sorties scolaires où les enseignants font découvrir les avions à leurs élèves. Le journal Libération consacre un article à cet événement. Jamais le son ne fut sans doute plus attentivement suivi que celle que donnait hier, sous les verrières du Grand Palais, cet instituteur parisien. Invité par Libération, de nombreux enfants des écoles ont, hier, visité et admiré le salon de l'aviation. Au Grand Palais, on remarque la présence du Breguet Mercure et les exposants mettent en scène leurs appareils, comme avec Morane Saulnier qui présente un bimoteur sanitaire, suscitant un vif intérêt du public en raison de la présence de mannequins représentant pilotes, infirmières et blessés. En plus des aéronefs et des stands, d'autres avions sont exposés aux invalides, en particulier les grands avions cargo, trop imposants pour entrer dans le Grand Palais. Il y a aussi la présence d'une nouveauté, les fameux taxis volants, qui existaient déjà en 1949. Et donc à l'occasion de ce salon, il était possible de se rendre aux Invalides à Orly en autogire. Ce ne sera pas l'une des moindres attractions de ce salon du progrès, note le même journal. Il est à noter que le salon se tient au printemps, un détail d'une grande importance parce qu'un changement majeur s'opère pour la première fois, celui des présentations en vol. Le 14 mai, veille du dernier jour du salon, les curieux se dirigent vers Orly pour assister au tout premier défilé aérien de l'histoire du salon. Il convient de souligner que l'US Air Force, qui avait le contrôle de la base d'Orly depuis 1944, avait quitté les lieux 2 ans auparavant. Ce jour-là, le 14 mai 1949, s'ouvre un spectacle de 3 heures pour les spectateurs, mettant en scène 27 avions français, ainsi que des appareils venus du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Italie, des États-Unis, de Tchécoslovaquie et des Pays-Bas, totalisant ainsi 60 avions et hélicoptères. Et pour un premier défilé aérien, c'est assurément un remarquable éventail d'aéronefs qui se succèdent dans les cieux de l'aérodrome d'Orly. Parmi eux, le NC 853, le SIPA 901, le Nord 1221, le Uriel Dubois HD 10, le Beech 45, le MS 475 Aero 45, le MS 700, le Fougas CM 100, le Dassault Flamand SO 95, le Bristol Freighter, l'hydravion SE 1210, le SE 1010, ainsi que 7 B-29 Super Fortress et 6 Avro Lincoln. À cela s'ajoute la présence en vol du Breguet 761, un aéronef à 2 ponts, comme un tout mini A380, capable de transporter 100 passagers. Dans la catégorie des porteurs lourds, le Cormoran a marqué les esprits en tant qu'avion de transport militaire, pouvant accueillir 131 passagers, ou un peu plus de 15 tonnes de fret. À l'issue de ces prestigieuses démonstrations, et alors que les spectateurs commencent à ranger leurs effets pour prendre congé, ils sont étonnés de voir défiler les SO 6000 Triton, SO 6020 Espadon et le Dassault Ouragan. Mais aussi le NC 1071, le Hawker P 1052, le de Havilland Vampire, le Gloucester Meteor, et pour couronner le tout, un décollage du Lockheed P2V1 assisté de moteurs fusées. Tant la presse que le public sont empreints d'un enthousiasme manifeste à l'égard de ce spectacle aérien mémorable. Et à partir de cette année, une transformation s'opère pour ce rendez-vous. Le Grand Palais n'est plus si adéquat pour 2 raisons majeures. D'une part, l'accroissement des dimensions des avions qui rend ce lieu de plus en plus inapproprié, et d'autre part, le succès des présentations en vol qui indique la nécessité de centraliser l'événement ailleurs.
Nous sommes maintenant en 1951 et commençons par évoquer l'événement marquant de cette édition. C'est la toute dernière fois qu'elle a lieu au sein du Grand Palais. Les dates de cette année s'échelonnent du 15 juin au 1er juillet, et comme à l'accoutumée, une foule imposante se rend pour admirer les aéronefs. Mais cette foule, sous la verrière du Grand Palais, est plus disparate lors de la deuxième semaine. En effet, celle-ci est présente en très grand nombre dans un nouveau lieu, l'aérodrome du Bourget, au nord de Paris. C'est à partir de cette année que le salon se tiendra de manière permanente à cet emplacement. Pour cette occasion, un vaste hall prenant la forme d'un demi-cercle est érigé et demeure encore aujourd'hui. C'est à ce moment que l'événement révèle son extraordinaire potentiel en tant que vitrine mondiale, parfaitement adaptée pour mettre en avant l'industrie aéronautique française, tout en servant également de plateforme pour les constructeurs étrangers, les délégations militaires et les compagnies aériennes. En somme, la formule qui perdure jusqu'à nos jours. Parmi les avions notables, l'ouverture du salon est quelque peu décevante. Maurice Capel, journaliste au Figaro, annonce que, hormis le chasseur Marcel Dassault 542 Mystère, le reste des aéronefs est bien connu ou ne présente pas de réelles nouveautés. Néanmoins, il souligne l'importance cruciale de la tenue du salon cette année, précisant que renoncer à celui-ci aurait des conséquences dévastatrices pour l'industrie française et son avenir. D'autres initiatives novatrices méritent également d'être mentionnées. L'une d'entre elles émane de l'armée de l'air et de l'aéronaval, qui offre, le 21 juin, une entrée gratuite aux jeunes de moins de 20 ans au Grand Palais. Cette démarche permet aux jeunes de bénéficier d'une visite entièrement guidée de l'événement, dirigée par des officiers et sous-officiers des forces armées. Une autre initiative tout aussi plaisante est à souligner, les visiteurs sont conviés à conserver leurs billets, car chaque jour, un tirage au sort est effectué, et 10 numéros sont sélectionnés pour un baptême de l'air, que ce soit en hélicoptère ou à bord du Douglas DC-3 d'Air France. Le vol en hélicoptère transporte les heureux gagnants des Invalides au Bourget, tandis que le vol en avion assure la liaison entre le Bourget et Orly. Et donc à une époque où l'aviation commerciale demeure l'apanage d'une élite, Air France propose aux visiteurs intéressés de réaliser aussi, moyennement paiement, ce court trajet entre le Bourget et Orly afin de découvrir les plaisirs et les sensations du vol en avion. Le tarif appliqué s'élève à 1600 francs, soit environ 43 € actuels. La dernière nouveauté, qui ferait jaser les grincheux aujourd'hui, a certainement été accueillie avec enthousiasme à l'époque. L'aéronaval avait installé sur son stand une tourelle de tir à l'intention des jeunes de 16 à 20 ans. Fonctionnant par un système photoélectrique, les jeunes qui réussissaient à atteindre toutes les cibles mobiles avaient le privilège de bénéficier d'un baptême de l'air à bord d'un avion de l'aéronaval. Le tout dernier jour de l'événement se distingue par un défilé aérien captivant aussi bien le grand public que les professionnels. En effet, tous s'apprêtent à observer le passage en vol de 400 avions. Le ciel est successivement animé par le quadrimoteur long courrier SE Armagnac, le Mystère 2 de Dassault, les prototypes SE Grognard et SO Espadon. Les Britanniques font évoluer le gigantesque Bristol Brabazon, équipé de 8 moteurs. Cependant, le moment marquant reste le vol du tout premier avion commercial à réaction du monde, le quadrimoteur de Havilland Comet. Cet appareil connaîtra par la suite une médiatisation importante, car à peine un an après sa mise en service, 3 avions seront perdus en vol, en raison de défauts de conception principalement liés à la fatigue du métal. Les spectateurs contemplent aussi avec admiration le bombardier bimoteur britannique Canberra. Les États-Unis offrent un spectacle en mettant en scène le gigantesque bombardier nucléaire Convair 836, doté de 6 turbopropulseurs, ainsi que 11 superforteresses B-50. Parmi les aéronefs remarquables ayant effectué des démonstrations en vol, on compte les Gloster Meteor en formation serrée, le Venom, le McDonnell et le F-84 Thunderjet. En définitive, l'événement remporte une fois de plus un grand succès. Le journal Le Monde affirme qu'il s'agit de la plus belle fête aérienne jamais réalisée en Europe, avec la participation de 500 appareils et la présence de 200 000 spectateurs. Les démonstrations en vol, en plus de mettre en avant la technologie, laissent également place à la grâce de ces aéronefs qui évoluent avec élégance dans le ciel, comme l'extrait le souligne. Les exhibitions des avions en réaction, par leur légèreté, leur rapidité et leurs évolutions, firent percevoir la primauté de l'homme sur la machine. Eux aussi, que ce fût le Mistral, l'Espadon ou le roi de la journée, le Mystère, ils étaient certes des chefs-d'œuvre de l'ingéniosité des techniciens français, mais grâce à eux, grâce à la virtuosité des pilotes, la beauté des lignes tracées dans le ciel apparut dans tout son éclat. Quant au Figaro, il titre « 200 000 personnes pour assister au Bourget, hier, à une grande démonstration aérienne ». Allant même plus loin que le journal Le Monde, en affirmant que cette démonstration aérienne a surpassé
par l'ampleur de son programme, tout ce qui a été réalisé dans le monde. Sur la une du Figaro, en fin de colonne, on trouve la phrase suivante. Si bien qu'en plus des annonces par les haut-parleurs, le speaker d'ailleurs, fit là quelques erreurs de langage. Alors l'épisode cocasse réside dans le fait que les démonstrations en vol sont commentées par Raymond Perronnet, et parfois les speakers peuvent un petit peu se laisser aller. Le problème ici, c'est que, pensant que son micro était coupé, il a fait quelques remarques un peu désobligeantes sur un membre du gouvernement, membre qui était justement présent dans les tribunes, et cela lui a valu sa place de speaker, car il sera remplacé par Jacques Nottinger. Concernant la presse, Libération fait le choix éditorial de traiter d'un double sujet, mettant en exergue la crainte suscitée par les B-36, mais surtout regrettant que la France ne développe pas davantage son industrie aéronautique. En ce qui concerne l'aviation commerciale, on s'aperçoit combien la fermeture des usines françaises d'aviation est aujourd'hui nuisible au pays. Nous sommes incapables de mettre en ligne un seul avion de transport à réaction, le gouvernement refusant à la SNCASO de construire le SO Champagne, équivalent du Comet anglais qui a évolué sous nos yeux. Cette édition s'achève donc avec un fantastique défilé aérien qui a conquis l'ensemble des spectateurs, les laissant admiratifs devant cette prouesse à la fois aérienne, mécanique, mais aussi de pilotage et d'organisation. L'Union syndicale des industries aéronautiques, l'ancêtre du GIFAS, vient ainsi de démontrer au monde que le Salon du Bourget est l'un, voire le rendez-vous aéronautique incontournable, tant pour les professionnels que pour le grand public. Et vient l'année 1953. Alors, comment surpasser les attentes ? Comment offrir une expérience toujours plus captivante pour séduire les foules et s'inscrire dans la mémoire collective ? L'édition de 1951 a été un triomphe, et les organisateurs ont l'ambition de réitérer cette réussite en proposant un spectacle toujours plus grandiose, inscrivant cet événement parmi ceux qui méritent le déplacement. L'année 1953 marque également le 20e Salon international de l'aéronautique. Et comme le souligne un article du journal Le Monde daté du 27 juin 1953, l'aviation n'est plus une attraction présentée à un public de curieux sous le globe démodé du Grand Palais. Il fait éclater sa cage trop étroite. Du côté de l'industrie française, une décision stratégique s'impose, celle de s'orienter vers la conception d'avions légers ou moyens, à l'instar du Uriel Dubois HD-31. Au salon, on découvre également le Max Haussel-Broussard, héritier digne des avions de reconnaissance, capable de transporter 6 passagers et de se poser sur des distances réduites. On croise également le Farfadet, fruit d'un croisement entre un avion et un hélicoptère, équipé d'un rotor à réaction pour le décollage et l'atterrissage, et d'une turbine pour le vol horizontal. Il évolue à une vitesse de 230 km/h et à une autonomie de 400 km. Mais délaissons un instant ces aéronefs pour nous tourner vers ce qui suscite le plus d'admiration. On y découvre l'avion expérimental à tuyère thermopropulsive, le Duc 021, doté de 2 canons de 20 mm, un poste de pilotage pressurisé et éjectable, ainsi qu'une vitre transparente à l'avant offrant une vue dégagée. Également présent le Morane Saulnier 755 Fleuret, un biplace léger d'entraînement à la chasse propulsé par 2 réacteurs de 400 kg de poussée, lui permettant d'évoluer entre 700 et 800 km/h. Le Uriel Dubois HD-31, quant à lui, incarne la renaissance des bimoteurs cargo, capables d'atterrir sur des pistes très courtes avec une consommation de carburant des plus raisonnables. Équipé de 2 moteurs de 800 chevaux et affichant une distance franchissable de 2000 km, tout en se déplaçant à une vitesse de 240 km/h. Parmi les aéronefs exposés, le sublime SO 9000 Trident se distingue en tant qu'avion supersonique expérimental. Monoplace, équipé de turboréacteurs, sa propulsion principale est assurée par une batterie de moteur fusée, lui permettant d'atteindre Mach 1,6. Les fusées fonctionnant pendant 4 minutes et 30 secondes, offrant ainsi des performances exceptionnelles. Une légende incontournable du salon est le Fouga 170 Magister, un avion à réaction biplace léger d'entraînement, reconnaissable à son empennage papillon. Équipé de 2 turboréacteurs développant 760 kg de poussée, il atteint une vitesse de déplacement d'entre 600 et 700 km/h. Il y a aussi le Potes 75, un avion blindé biplace de 450 chevaux, qui évolue à très faible vitesse, capable de décoller et d'atterrir sur de très petits terrains. Un autre avion de taille réduite, le SIPA 200, se démarque en tant que mini-avion à réaction, adapté aux liaisons de courte distance et à l'entraînement. Dans la catégorie des appareils plus imposants, le SE 5000 Baroudeur, monoréacteur d'appui, offre des caractéristiques uniques.
Son décollage s'effectue grâce à un chariot équipé d'une fusée, le chariot lui reste au sol, permettant une utilisation sur des terrains de petite taille. Pour l'atterrissage, il utilise des patins. Sur le plan de l'armement, il peut aisément porter des bombes, des réservoirs de napalm ou des roquettes. Toujours dans la catégorie de l'appui, de la chasse et du bombardement léger, les visiteurs peuvent admirer le SO-4050 Vautour, capable d'atteindre la vitesse impressionnante de 1100 km/h. Enfin, l'une des vedettes du salon est le Dassault 452 Mystère IV, un intercepteur supersonique choisi par l'armée de l'air qui demeurera en service jusqu'en 1982. Au total, ce sont 160 aéronefs qui font de cette édition un événement aéronautique incontournable. Et fruit d'une expérience antérieure réussie, le programme de cette année demeure extrêmement enrichissant. Le salon s'ouvre officiellement le 26 juin, apportant une excellente nouvelle pour sa renommée, l'ère des contrats. En effet, dès le premier jour, l'Inde annonce l'acquisition de 71 chasseurs Ouragan de chez Dassault, tandis que la France dévoile des commandes massives pour son successeur, le Mystère IV. Le 27 juin est dédié à l'aviation légère et sportive, et de 10h à 18h, le ciel du Bourget est occupé par d'anciens biplans d'entraînement, des avions de tourisme à réaction, des planeurs et des avions de voltige. Les amateurs, les pilotes professionnels et les enfants ont leur journée dédiée pour rêver de cette aviation plus ou moins accessible. Les modèles tels que Stampé, Nord 2000, Farman Monitor, Bébé Jodel, Saab Saphir ainsi que les célèbres C-170 et C-180 de Cessna sont à l'honneur. Le 28 juin est réservé à l'aviation commerciale, mettant en scène des avions de ligne français et étrangers. On y découvre le Comet aux couleurs d'Air France, le Viscount anglais de Vickers Armstrong et le majestueux Super Constellation venant tout droit de New York pour se poser devant la foule après un long vol transatlantique. Le Breguet de Pont est à nouveau présent, aux côtés du grand SE 2010 Armagnac, fierté nationale dont les visiteurs et les curieux peuvent explorer la cabine. Du côté de la concurrence étrangère, Douglas Aircraft présente un DC-6B, Boeing a choisi le 377 Stratocruiser, et l'Airspeed AS-57 Ambassador est également au rendez-vous. Pierre Voisin, journaliste au Figaro, résume parfaitement cette journée. Si la présentation d'Air France a fait sensation, n'oublions pas la belle tenue des compagnies rivales, françaises et étrangères, de l'Union aéromaritime des transports et des transports aériens intercontinentaux, de la KLM hollandaise, de la Sabena belge, de la PAA américaine et de la BEA britannique. Les 29 et 30 juin, un congrès international aéronautique se tient au Bourget, abordant la production des cellules des appareils et les tendances industrielles à l'échelle mondiale. Le 2 juillet, on annonce que la France vient de commander 2 prototypes d'un nouvel avion qui deviendra bien célèbre, la Caravelle. Bon, sur ce salon, il y a aussi eu des événements qu'on ne reverrait plus aujourd'hui, ou plutôt dont on n'entendrait plus parler de sitôt. Car les spectateurs, tout comme toute la ville de Paris, ont pu entendre à maintes reprises ceci. Tout d'abord, lors de l'arrivée du chasseur anglais Hawker Hunter, piloté par Neville Duke, un pilote d'essai détenteur d'un record de vitesse avec 1171 km/h, justement à bord d'un Hawker Hunter. Donc Neville, il s'approche de Paris, il effectue un piqué, il franchit le mur du son avant de remonter les Champs-Élysées, faisant ainsi vibrer tout l'air et toutes les vitres de la capitale et des alentours au son des 2 détonations caractéristiques du vol supersonique. Fait cocasse, c'était pendant le Conseil des ministres à l'Élysée, et d'après le quotidien Le Monde, les membres du gouvernement ont été légèrement troublés. Le passage du Hawker Hunter est suivi par le grondement d'un autre appareil déchirant l'air, le Supermarine Swift, et les 2 avions, après être passés au-dessus de Paris, prennent ensuite la direction du Bourget. Le 4 juillet, les prototypes français et étrangers quittent le sol et effectuent leur présentation en vol, réservant cette journée exclusivement aux experts aéronautiques et à la presse. Le 5 juillet, c'est la fête aérienne internationale, et la présentation dans le ciel se fait sous l'œil du président de la République, Vincent Auriol, qui est en tribune. On assiste à un mur du son franchi à 2 occasions, par les Français avec le Mystère IV commandé par Kostya Rozanov, dont la radio était retransmise sur les haut-parleurs du salon. Les spectateurs ont donc pu suivre en direct les messages radio provenant de l'avion, annonçant successivement Mach 087, 090, 098, 099, Mach 1, immédiatement suivi un instant après du fracas du double banc supersonique. Devant des applaudissements qui ne faiblissent pas, Rozanov réitère son passage du mur du son une 2e fois,
Puis c'est au tour du SO 4050 Vautour de Jacques Guignard, gardez ce nom en tête pour la suite, de réaliser la même performance. Après sa démonstration à Mach 1, c'est l'Avro 707A, un avion expérimental britannique à aile delta qui fait son show dans le ciel. Le calme ne dure pas longtemps car les Britanniques remettent le couvert en vol avec le Hawker Hurricane et le Supermarine Swift qui brisent à leur tour le mur du son au-dessus du Bourget. Tout aussi impressionnant, un saut groupé de parachutistes avec 400 hommes. On note aussi un défilé de 96 avions Sabre et Thunderjet de l'OTAN, ainsi que 3 patrouilles acrobatiques, respectivement de France sur F-84, d'Américains sur F-84 également, et d'Anglais sur Vampire. Nouveauté, encore programme secret, le SO-9000 Trident passe au-dessus du terrain, ainsi que le Breguet Vulture. Côté hélicoptère, ce sont les Jean, Farfadet et l'Alouette qui occupent les cieux. Enfin, 24 bombardiers légers B-26 Invader sont venus d'Allemagne pour faire le show, tout comme 4 English Electric Canberra, premier bombardier à réaction construit par le Royaume-Uni. Le 20e salon marquera la renaissance des ailes françaises. Deux ans plus tard, pour le salon de 1955, la surface d'exposition croît pour atteindre les 10 000 mètres carrés. C'est aussi l'année qui voit arriver les célèbres chalets afin que les exposants puissent recevoir leurs partenaires, les décideurs, leurs prospects, bref, les gens qui comptent. Anecdote aéronautique, la veille de l'ouverture du salon, quelques centaines de milliers de Français ont pu suivre en direct, à la télévision et en caméra embarquée, le passage du mur du son à bord d'un avion évoluant au-dessus du centre d'essai de Brétigny. Néanmoins, la mauvaise météo, la faible réception du son et une image très dégradée ont fait que ce petit événement, qui aurait pu permettre à la France de se mettre derrière le cockpit en temps réel, a en réalité été un échec. Qu'à cela ne tienne, car le lendemain, le Salon du Bourget ouvre ses portes, et cette année, il prend place du 10 au 19 juin. Le 12 est consacré à l'aviation commerciale internationale, le 13 aux hélicoptères, dont le Jean est l'apothéose, un appareil assez révolutionnaire. Anecdote, ce même jour, à quelques kilomètres de là, sera battu le record mondial de distance en plein air grâce à René Fontel, qui, à bord de son R100, bat le record américain de 418 km en parcourant 444 km entre 3 barres de lait, Blois et retour au point de départ. La journée du 16 juin est dédiée à l'aviation légère et sportive, et le 19 sera le jour de la fête aérienne internationale. Encore une fois, le monde est en pleine effervescence devant les technologies d'avenir, ou que l'on présente comme telles. Dans un article du journal Le Monde du 10 juin 1955, on apprend par un correspondant à Washington que la Commission de l'énergie atomique prévoit pour bientôt la réalisation d'un avion atomique. On nage donc à ce moment en plein Fallout. Mais ce salon, que représente-t-il cette fois pour la France ? Eh bien une grande idée et un grand changement. Monsieur Maurice Herteux, président de l'Union syndicale, le dit haut et fort. C'est celle de la place éminente acquise dans le monde aéronautique par une industrie française qui ne veut plus se contenter de collectionner des prototypes, mais entend produire en série, après avoir par de longs et durs sacrifices préparé une brillante renaissance. Revenons au salon. Celui-ci est inauguré par le président de la République, monsieur René Coty. C'est notre Raïs à nous. C'est donc ton ami. Il est accompagné du ministre des Travaux publics et des Transports, monsieur Corniglion-Molinier, du ministre de la Défense nationale et des Forces armées, monsieur Koenig, du secrétaire d'État à la Défense, monsieur Crouzier, du ministre délégué à la présidence du Conseil, monsieur Palevski, du préfet de police, monsieur Dubois, et René Coty effectue d'abord un tour du salon en voiture décapotable avant de s'arrêter et de visiter à pied l'ensemble du salon, en étant accompagné du président de l'Union syndicale des industries aéronautiques, monsieur Herteux. Sur le salon, en plus des avions, les équipementiers font leurs bonnes heures. Ici, la compagnie générale de TSF présente un radar anti-collision de 100 km de portée, capable d'informer le pilote sur la présence de cumulonimbus, de front de perturbation, ainsi que d'une idée du terrain survolé, celui-ci permettant de détecter rivières, lacs et montagnes. Dans un autre registre, la SNECMA,
Société nationale d'études et de construction des moteurs d'avion, expose une innovation majeure, l'inverseur de poussée. L'idée est simple, une paroi pour dévier le jet propulsif et ainsi offrir une contre-poussée. Idéal pour freiner ainsi que pour une remise des gaz, vu que le pilote peut annuler le mouvement et reprendre la puissance propulsive moteur instantanément. Ce type de freinage est testé sur Vampire, et avant il fallait entre 700 et 800 mètres pour réaliser un atterrissage. Maintenant, la distance est uniquement de 270 mètres lorsque l'inverseur de poussée est couplé avec les freins aux pieds. Concernant l'aviation commerciale, celle-ci est en pleine effervescence. En termes de kilomètres parcourus, elle a depuis la fin de la guerre réalisé l'équivalent de 18 000 voyages Terre-Lune, soit 6 600 millions de kilomètres. Presque 5400 ans de vol si cela avait été réalisé par un seul avion. En 1955, dans le monde, un avion de ligne décolle toutes les 5 secondes, et par rapport à l'année 1938, le nombre de passagers a été multiplié par 23. Le jour de la grande fête aérienne approchant, des dispositions à la hauteur de l'événement sont prises. Les pilotes ont interdiction de survoler le public, 50 ambulances seront présentes, 40 cars de police et 250 médecins et infirmiers. En effet, la préfecture de police s'attend à voir débouler une gigantesque foule de plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Il faut aussi rappeler que quelques jours auparavant, le 11 juin, un terrible carambolage a eu lieu aux 24 heures du Mans, propulsant notamment une voiture contre un obstacle, celui-ci détruisant l'automobile et catapultant à 200 km/h des morceaux de celle-ci dans la foule, tuant 79 personnes. Dès lors, un accident bourgeois serait dramatique pour l'image des événements en France. Au programme en vol, le Potez 75 de l'armée de terre, puis les Farraganais et Short Seamew britanniques, des avions anti-sous-marins. On voit aussi évoluer le Magister, le Fleuret, le SIPA 300, le Fokker S-14, le Fiat G82 et le De Havilland Vampire Trainer. Côté avions commerciaux, prennent les airs le Uriel Dubois, le Nord 2500, le Breguet de Pont, mais aussi le Bristol Britannia et surtout, la merveille de la Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest, la très célèbre Caravelle. On termine en quittant le civil avec 2 bombardiers lourds, le bombardier stratégique britannique Audley Page Victor et l'Avro Vulcan. Les spectateurs assistent aussi à la démonstration du baroudeur décollant depuis son chariot, et dans les airs évoluent le Javelin, le Hunter, les Ouragans, les Vautours, le Sphegmas Gerald, un avion doté d'ailes Delta, une forme d'aile très pratique pour les hautes vitesses, ainsi que le Trident. Mais ce n'est pas fini, sont aussi présents les Mystère 4A, le Super Mystère, le bombardier Canberra, les Sabres, le Leduc 021 lancé depuis un quadriréacteur, le Piasecki UP2, l'Alouette 2, les Bell, Hiller et Bristol 173. Concernant le Leduc, les organisateurs ont eu de sacrées sueurs froides, tout comme les pilotes et le Duc lui-même, qui peut perdre gros si sa prestation rate. D'une part, la piste du Bourget est beaucoup plus courte que celle de la piste de test d'Istres, et d'autre part, la météo est mauvaise. Enfin, la séparation est prévue à 4000 mètres, bien plus bas que d'habitude, mais tout se passe bien. Le Leduc se sépare comme prévu, le stratoréacteur s'allume, et l'avion effectue plusieurs passages à basse altitude, au-dessus du Bourget, à la vitesse de 900 km/h, avant de revenir se poser en planant. Malheureusement, l'aventure du Leduc ne durera pas très longtemps, la forme de l'appareil lui permettant très difficilement en réalité de passer le mur du son et d'atteindre les très hautes vitesses voulues. Néanmoins, les stratoréacteurs continueront leur carrière, notamment sur le SR-71 et d'autres appareils de très haute performance. On va terminer cette seconde vidéo avec un article écrit par Maurice Herteux, publié dans Le Monde, le 11 juin 1955, qui résume parfaitement ce que l'on vient de vivre et ce que l'on vivra dans les prochaines décennies. Supposons qu'au lendemain de la guerre, en faisant le bilan de la situation de notre potentiel industriel sur le plan aéronautique, on ait adopté une politique dictée par l'évidence. Supposons que devant les ruines de la presque totalité de nos usines, la dispersion de nos techniciens, et surtout le retard considérable que, par la force des choses, nous avions subi sur le plan technique, nous ayons renoncé à repartir à zéro. Supposons encore que sans en arriver à cette position extrême, nous ayons prudemment décidé de sacrifier l'avenir au présent et que nous nous soyons contentés d'une production artisanale et sans relief au risque de supprimer tout bureau d'études. Qui aurait pu nous accuser de témérité à l'époque ? Nous avions toutes les excuses possibles. Pourtant, dès 1945, nous n'avons pas voulu admettre l'une ou l'autre de ces solutions faciles. Blessés, handicapés au tout dernier degré,
il restait à l'industrie française une chance de reprendre sa place. Cette chance, elle a refusé de la laisser échapper. Et malgré les difficultés et les aléas, elle a pris ses risques, décidée à prouver la puissance de sa vitalité. 10 années se sont écoulées. 10 années au cours desquelles la lutte fut acharnée. 10 années jalonnées d'échecs et de succès, d'hésitations et d'initiatives déterminantes. Sa politique a su être réaliste puisqu'elle a tenu compte des impératifs dictés par les besoins nationaux sans chercher à concurrencer des productions étrangères bénéficiant indiscutablement d'une position avantageuse. Évitant ainsi les dispersions, elle a concentré ses efforts sur un matériel à l'échelle de ses moyens techniques et industriels. Mais elle a voulu marquer ses réalisations du sceau de la qualité, se fixant pour but d'atteindre une classe internationale. Édifiée sur des bases solides et sans faille, la structure industrielle était alors en mesure de donner toute sa puissance. Progressivement, le retard fut comblé, et nous pouvons à présent faire état d'appareils qui n'ont rien à envier aux productions étrangères. Sur le plan militaire, par exemple, nos biréacteurs SO4050 Vautour, nos Dassault Mystère et Super Mystère, tous lancés en série, permettront demain à notre armée de l'air d'être équipée uniquement d'un matériel français, tout en lui garantissant la constitution d'une puissance redoutable. Il fallait, parallèlement, songer à l'avenir, faire preuve d'initiative, innover dans des secteurs entièrement inconnus. C'est là que la vitalité de notre industrie a su s'imposer. Nous possédons à l'heure présente les seuls avions transsoniques en vol horizontal existants en Europe, grâce à l'aile Delta Sfecmas 1402 Girfaut, au Dassault Super Mystère et au SO 9000 Trident, capables de vitesse supersonique. D'ici peu, d'autres avions supersoniques feront leurs essais, et l'on attend en particulier des vitesses 2 fois supérieures à celles du son avec le Leduc, dont la tuyère constitue une véritable innovation en matière de propulseurs. Dans le domaine civil, les plus grands espoirs sont permis grâce au SE-210 Caravelle, biréacteur moyen courrier aux solutions nouvelles, alliant le confort à la sécurité et aux performances. Innovation encore avec le Uriel Dubois HD-32, que son aile révolutionnaire rend particulièrement rentable à l'exploitation dans des régions jusqu'alors inaccessibles à l'aviation commerciale. En abordant le problème de l'hélicoptère, la France a également sa mesure, puisque le jean est 2 fois plus économique à l'achat et à l'utilisation que les appareils à voilure tournante de même catégorie existant dans le monde. Comme on le voit, les exemples ne manquent pas pour prouver que les innovations sont nombreuses en France. Il faudrait encore citer le SO5000 baroudeur, doté de skis et d'un chariot à la place du train pour se contenter de terrains non préparés, le coléoptère pour le décollage vertical, le prototype Hirsch destiné à l'étude et à l'absorption des rafales en vol, le déviateur de jet de la SNECMA. Nous avons vendu des ouragans aux Indes, des Mystères et des Nord Atlas à Israël, des Alcyon au Cambodge, des engins téléguidés à la Grande-Bretagne. De gros espoirs semblent sur le point de se matérialiser pour les Nord Atlas, les Mystères, le HD-32. Nous avons accordé des licences aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie, dans d'autres pays encore, sans parler des tractations en cours, en particulier aux États-Unis, avec le premier quadriplace à réaction du monde, notre Morane Saulnier MS-760 Paris. Pourtant, si la France a repris aujourd'hui son rôle de grande puissance aéronautique mondiale, cela lui confère certaines responsabilités auxquelles elle n'entend pas se soustraire. C'est ainsi qu'elle a su prendre une position déterminante dans la politique de coopération européenne à l'ordre du jour, et qui, sur le plan aéronautique, peut avoir des répercussions particulièrement heureuses. Aussi forte soit-elle, notre industrie aéronautique n'est plus à l'échelle exclusivement nationale sur notre continent. Il est indispensable que les efforts soient concentrés, que les moyens industriels soient harmonisés, à condition que cette coopération n'aliène ni les initiatives, ni les moyens, et qu'elle conserve une souplesse de fonctionnement basée sur une confiance réciproque de ceux qui y souscrivent. Elle peut donner un essor nouveau à l'aviation moderne. En prenant cette politique, nous avons conscience de l'apport que nous proposons aussi bien que des bénéfices que nous pouvons en tirer.